Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu personnelle aussi. On va continuer dans la lignée qu'on a entamée l'autre fois, même si c'est un sujet qui est très différent. Alors cette fois-ci, c'est un sujet qui a déjà été traité auparavant par Arnaud Tully. J'espère que je prononce son nom correctement, parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie et dont j'admire profondément le travail, donc je voudrais pas écorcher son nom. C'est la pratique magique quand on est malade. Alors je vous dis que c'est quelque chose de personnel puisque si vous me suivez un petit peu, vous avez dû comprendre que je souffrais moi-même d'une maladie. Alors évidemment quand je dis travailler quand on est malade, je parle évidemment d'une certaine catégorie de maladies, on est bien d'accord. On va pas parler ici de comment faire un rituel quand on a la grippe ou quand on a la gastro ou quand on est enrhumé. Même si je suis d'accord que c'est très chiant à gérer, et ben c'est pas grave parce qu'il vous suffit finalement d'attendre une semaine ou deux pour pouvoir reprendre votre pratique comme vous l'aviez laissé avant d'être malade. Donc c'est pas tellement ce qui nous intéresse ici. On va davantage parler de tout ce qui va être maladie chronique, maladie longue, maladie dégénérative, maladie incurable, maladie qu'elle soit grave ou pas d'ailleurs. On peut aller d'un trouble chronique très chiant, type, je sais pas, côlon irritable, qui n'est pas mortel en soi, jusqu'à une maladie dégénérative grave comme la sclérose en plaques, ou un cancer, ou de l'asthme, ou la dépression, parce qu'on va parler aussi maladie mentale, ou toutes ces choses-là, enfin bref, toutes les choses qui sont liées à la santé physique ou mentale, et qui vous empoisonnent la vie et qui font en sorte que vous avez des ajustements à faire parce qu'elles impactent toute votre vie et toutes les sphères de votre vie. Donc votre vie quotidienne, votre vie intime, votre vie professionnelle, votre vie sexuelle, votre vie émotionnelle, votre vie sociale et forcément votre vie de sorcière. Donc, je ne veux pas refaire la même chose qu'Arnaud a fait dans sa vidéo parce que cette vidéo est absolument excellente. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je mettrai le lien dans la bio pour que vous puissiez aller la voir. Parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et mon idée n'est absolument pas d'en faire un doublon. Mon idée, c'est plutôt d'apporter ma propre pierre à l'édifice. Voir un petit peu en fonction de mon expérience personnelle à moi aussi, de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu vivre, et en espérant que ça puisse vous inspirer, vous aider, que vous souffriez d'une maladie ou non d'ailleurs, parce que si vous êtes en bonne santé, ça peut être une manière pour vous de mieux comprendre quelqu'un autour de vous qui est malade, ou de vous préparer si jamais un jour il vous arrive une tuile. Parce que évidemment, je ne vais pas parler que des maladies qu'on a depuis la naissance, mais aussi des maladies qui nous tombent dessus comme ça du jour au lendemain, et avec lesquelles on doit faire. Donc je vais dissocier un petit peu dans cette vidéo, alors un petit peu seulement parce que vous verrez que c'est pas si dissocié que ça, la maladie physique purement physique et la maladie mentale purement mentale, même si en fait les deux se recoupent parce que finalement quand on souffre d'une maladie physique ça impacte forcément le mental, et quand on souffre d'une maladie mentale ça impacte forcément le physique. Les deux sont liés, très liés. Mais on va dire que les stratégies de recours peuvent être légèrement différentes selon que vous ayez une pathologie purement physique ou une pathologie purement mentale. Alors, l'idée ça va être avant tout non pas de vous apprendre forcément à pratiquer la magie en étant malade, parce qu'il n'y a pas une méthode universelle qui convienne à tout le monde. Il y a autant de pratiques magiques qu'il y a de pathologies, et encore au sein de chaque pathologie il y a des choses différentes, c'est-à-dire que deux personnes dépressives vont pas du tout avoir le même parcours de vie, deux personnes souffrant de sclérose en plaques vont pas du tout avoir le même parcours. Donc ça va être à vous de faire votre propre tambouille et de trouver les stratégies qui vous correspondent le mieux, y compris des stratégies dont j'aurais pas forcément parlé, puisque je vais vous parler essentiellement de ce que je connais, donc des stratégies que moi j'emploie. Évidemment, vous êtes libre de les adapter, vous êtes libre d'en jeter certaines, d'en garder certaines telles quelles, de les transformer, bref. Ce que je vous donne, c'est une matière brute, c'est à vous après d'en faire ce dont vous avez besoin. Alors, le truc sur lequel je vais m'attarder surtout, et dont Arnaud a longuement parlé dans sa vidéo, c'est la gestion de l'énergie, mais je vais en parler légèrement différemment. Parce que finalement, ce qui pose le plus de problèmes quand on veut pratiquer la magie et qu'on est malade, c'est l'énergie.
Que vous souffriez physiquement ou mentalement, que vous soyez fatigué, que vous soyez diminué, que vous soyez handicapé, que vous soyez angoissé, il y a une chose que vous allez me dire systématiquement quand on va avoir trait à la pratique magique, j'ai pas l'énergie de le faire. Et c'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux, je dis pas que c'est vrai, je dis que c'est pas complètement faux. C'est pas pareil, on va voir pourquoi. Simplement, c'est un fait de société. C'est-à-dire que la société nous dit, surtout dans les pratiques magiques, dans les pratiques spirituelles, païennes, etc., que l'énergie, elle doit être bonne. Elle doit être positive. C'est-à-dire que dans la plupart des bouquins que vous allez trouver sur le paganisme, sur la pratique magique, finalement, on va se retrouver avec un espèce de mix entre spiritualité et développement personnel, réflexion New Age, positivisme et compagnie. Et quand on est malade, eh ben, éprouver de la gratitude pour le monde, pour la vie, dire merci à la vie, danser la vie, chanter la vie, bref, je ne suis qu'amour. Si tu as saisi cette référence, je te fais des cœurs avec les doigts. Des fois, c'est pas possible. Et dans ces cas-là, on peut avoir le sentiment, et c'est un sentiment qui est donné par la plupart des gens, parce que les gens ne savent pas ce que c'est qu'être malade, c'est d'être un mauvais sorcier ou une mauvaise sorcière. Parce qu'on n'a pas l'énergie, parce que on est trop fatigué, parce qu'on souffre trop. Et on se retrouve avec des sorciers et des sorcières qui se disent « Ben voilà, j'ai pas fait de célébration pour ce sabbat, j'avais pas l'énergie, je suis nulle. » Et ça, non. Tu vas venir ici, je vais t'en coller une, t'es pas nulle. C'est pas parce que tu es malade, c'est pas parce que t'as pas eu l'énergie, que t'as rien fait, que t'es nulle. Non. En fait, le problème, c'est que la plupart des bouquins qu'on lit sur la magie ont été écrits pour des gens sains. Donc forcément, quand t'es malade et que tu lis un livre comme ça, ben, tu peux pas t'y retrouver, c'est sûr. Par conséquent, c'est normal que tu puisses pas coller à ce schéma-là et que tu te sentes complètement en décalage avec ça. Cela dit, être en décalage, c'est pas être mauvais, ça veut simplement dire être différent. Et être différent, c'est pas être mauvais, c'est simplement que la vérité des autres ne correspond pas à votre vérité à vous. C'est pas grave. Si t'es en fauteuil roulant, on va pas te demander d'aller faire une rando comme tout le monde. Cela dit, rien ne t'empêche de faire une rando. Seulement, il va falloir l'adapter. Pourquoi pas faire une rando à cheval, sachant qu'il y a des adaptations qui sont faites pour monter à cheval quand on est paralysé. Pourquoi pas faire une rando en handisport. On sait qu'aujourd'hui, on a des solutions. Dans le sport, c'est visible, on en parle de plus en plus. On sait qu'on peut jouer au ballon quand on est aveugle. Il suffit de voir le torball, ce genre de choses que j'ai expérimenté moi quand j'étais instite. C'est fabuleux. On a des recours, on a des solutions. Quand on veut, on peut. Regarde l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et tu verras que quand on veut, on peut. Et bien en magie, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que forcément, non, tu vas pas en fauteuil roulant faire ta rando avec un groupe à pied sur un petit chemin de montagne large à peu près comme un double décimètre avec des chaussures de marche, on est bien d'accord. Mais tu vas pas non plus rester chez toi à broyer du noir à te dire que t'es nul et que tu pourras jamais respirer l'air de la montagne. Et bien en magie, tu vas faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté les chaussures de marche, les sentiers étroits et les marcheurs rapides qui sont représentés par le positivisme, par la gratitude, par l'amour universel. Et on va essayer d'aller chercher d'autres solutions pour pouvoir pratiquer en étant malade. Parce que c'est vrai que quand on souffre, c'est pas facile de dire « ouais, moi, je suis tellement reconnaissante à la vie, c'est tellement merveilleux ce qui m'arrive, ouais, non, c'est fabuleux, c'est super. » Ouais, à moins de vouloir figurer dans le livre de Job, on est d'accord que tu peux pas dire ça. Et tu vas plutôt avoir le sentiment d'injustice, de faiblesse, de tristesse, d'écœurement, de fatigue, de douleur, de souffrance physique ou émotionnelle. Eh bien, figure-toi que tout ça, c'est de l'énergie. Et là, je vais vous demander de vous asseoir. Et puis de bien vous accrocher, parce que je crois que je vais faire l'analogie. C'est pas du tout préparé cette vidéo d'ailleurs, ça part en couille complet, c'est pas grave. Je voulais que ce soit spontané, ça l'est. Je vais vous faire sans doute l'analogie la plus brillante de ma carrière de youtubeuse.
l'énergie, c'est comme un potager. C'est-à-dire que chez la plupart des gens, chez les gens sains, l'énergie, c'est une tomate. Oui, je sais. C'est-à-dire que ça se voit, c'est visible, hein. La tomate, tu la vois sur son pied de tomate, t'es dans ton jardin, t'es dans ton potager, tu vois ta tomate sur ton pied de tomate. Tu vas pouvoir la ramasser puis la manger telle qu'elle. C'est bon, une tomate du jardin, comme ça, mûrie au soleil. Bon, les plus pointilleux vont aller la laver, mais techniquement, tu peux la manger cueillie sur l'arbre. L'arbre. Tomatier. Bref, chez la plupart des gens, ça fonctionne comme ça. Et oui, c'est merveilleux, c'est super, il n'y a rien à faire, tu cueilles, tu manges. Super. Chez certaines personnes, l'énergie, ça va plutôt être une carotte. Oui, ça va être brillant cette analogie, vraiment, je sens que ça va aller très loin. Donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément visible tout de suite, elle est dans la terre, elle est dissimulée, cette énergie, mais si tu tires un petit peu sur ta fan, tu vas sortir ta carotte, tu la brosses un petit peu, tu la nettoies, et oui, tu peux la manger telle qu'elle. Bon, tu peux aussi aller la faire cuire, bon ta tomate aussi, tu me diras, tu peux en faire ce que tu veux, mais tu peux la manger directement. Ça va juste te demander un tout petit effort supplémentaire qui est de la sortir de terre et de la nettoyer un peu pour la rendre visible. Mais bon, c'est pas non plus énorme. Et puis, chez les gens malades, comme vous et moi si vous me regardez en étant dans une situation de santé précaire, l'énergie c'est une pomme de terre. Oui, en gros, je suis en train de nous traiter tous de grosses patates. C'est-à-dire que non seulement elle n'est pas visible, elle est dans la terre, mais en plus une fois que tu l'as sortie, ta patate, tu vas pas la manger comme ça quoi. Parce que, déjà, on va pas se mentir, la patate crue c'est franchement dégueulasse. Et aussi parce que, étant donné que c'est une solanacée, c'est pas tout à fait comestible. Bon, la tomate aussi est une solanacée, mais la tomate c'est un fruit, la pomme de terre c'est un tubercule, donc c'est pas tout à fait la même répartition des toxines. Bref. Toujours est-il que ta pomme de terre, comme ça, sortie de terre, tu peux pas en faire grand-chose gustativement parlant. Si tu veux la manger, il va falloir la faire passer par la casse-cuisson. Il va falloir la faire cuire en cocotte minute, la faire frire, la faire rissoler, la mettre au four. Bref, t'as 1000 solutions de cuisiner les pommes de terre. Il suffit d'écouter Samwise Gamgee. Potatoes! Smash them, boil them, stick them in a stew. C'est pareil. Et ton énergie de malade, ton énergie a priori négative, ta colère, ta tristesse, ta douleur, ta fatigue, tu vas faire pareil. Tu vas aller les faire cuire. C'est complètement idiot de ne pas utiliser cette énergie, t'en as déjà pas beaucoup. Ta pomme de terre, si t'as que des patates dans ton jardin, c'est pas parce que tu peux pas la manger comme ça en sortant de terre que tu vas la foutre à la poubelle, on est d'accord. Tu vas aller la cuisiner, pour pouvoir la manger. Eh bien, si tu es malade et que ton énergie, de toute façon, elle n'est pas glorieuse et que tu peux rien en faire comme ça au risque de te choper une saloperie, tu vas pas la foutre à la poubelle non plus, t'as que ça. Donc il faut la transformer. Eh bien, c'est exactement le processus qu'on va faire quand on est malade. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher absolument à faire des tomates avec les pommes de terre, on va faire de la purée avec les pommes de terre, on va faire de la patate sautée, on va faire des frites, on va faire... Bref, on va faire ce qui se cuisine avec la pomme de terre. Et vous allez faire en magie ce que vous allez pouvoir faire avec votre énergie. Même si c'est pas une énergie consommable tout de suite, même si c'est pas une énergie visible, même si c'est pas l'énergie que consomment la plupart des gens. Ça ne fait rien. C'est de l'énergie quand même. Et comme cette énergie vous l'avez, c'est inutile d'aller en chercher une autre que vous n'avez pas et de vous tuer dans un rêve inaccessible, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, alors que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, mais si je mets cette énergie que je ressens dans mes rituels, ma colère, ma souffrance, ma fatigue, ma lassitude, ma déprime, ça va pas donner quelque chose de bien. Non, si tu la transformes pas, c'est sûr que ça va pas te donner quelque chose de bien. Mais tu peux la transmuter, cette énergie. C'est un processus alchimique. Et du coup, c'est un processus encore plus magique, quelque part. Et l'idée, ça va être de la transmuter en l'énergie la plus propre possible et la plus proche possible de ce qu'elle est. C'est-à-dire que par exemple, la colère, tu peux peut-être la transformer en combativité. On sait que douleur et plaisir, c'est assez proche, alors pourquoi pas essayer de les lier. La tristesse, il y a un côté compassion, un côté un peu tendresse aussi.
puisque la tristesse c'est de l'auto-apitoiement, donc c'est une idée de s'apitoyer, de se plaindre sur son propre sort, et bien pourquoi pas essayer de se plaindre de façon bienveillante et tendre. Donc on va essayer d'enlever de cette énergie tout ce qu'on ne peut pas consommer. En gros la terre et les toxines. Et ça va passer par un processus de transformation. Alors ce processus de transformation, il va être différent pour tout le monde. C'est-à-dire que personne ne va avoir le même. Je vais vous parler moi de mon processus à moi, mais ce ne sera pas forcément le vôtre. Même si on peut très bien imaginer, pourquoi pas avoir les mêmes, vous allez peut-être pouvoir le tester et l'approuver, ou au contraire le tester et dire non ça marche pas, je vais essayer autre chose. D'ailleurs, quand vous aurez trouvé les vôtres, ou si vous les avez déjà trouvés, c'est pas mal de les partager dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Moi, dans ma maladie, je suis soumise à 2 problèmes avec lesquels je dois faire au quotidien. C'est la douleur physique et la fatigue. Alors quand je dis fatigue, je parle pas de la fatigue qu'on ressent quand on n'a pas assez dormi ou qu'on a passé une journée de travail difficile. Je vous parle de cette fatigue médicale qu'on appelle l'asthénie et qui est en fait une fatigue qu'on pourrait résumer sous le nom d'épuisement. Donc c'est la fatigue qui fait que lever un bras pour attraper un objet c'est compliqué, mâcher ses aliments c'est compliqué, marcher c'est encore plus compliqué et même dormir c'est compliqué. Donc pour faire simple, même si je ne veux pas vous expliquer exactement ce que j'ai, c'est pas le sujet, mais disons que un des symptômes principaux de ma maladie, donc c'est ce qu'on appelle l'anémie pernicieuse. Donc entre autres, j'ai pas assez de globules rouges. J'ai un déficit de 33% de globules rouges, c'est-à-dire que je fonctionne avec un tiers de globules rouges de moins que la plupart d'entre vous. Ça fait beaucoup. Et ceux qui me restent sont tout petits puisque ma moelle osseuse fonctionne pas très bien. Du coup, forcément, il y a plein de choses qui me demandent une dépense énergétique énorme et je suis constamment fatiguée. Il y a un article que j'avais lu il y a quelques temps, si je le retrouve, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, qui s'appelle La théorie des cuillères, qui avait été écrite par une femme qui souffre d'une maladie auto-immune, et qui indiquait que d'ailleurs l'analogie était super, elle a fait une analogie bien meilleure que la mienne avec mes fruits et légumes, elle a fait une analogie d'énergie avec des cuillères. C'est-à-dire que la plupart des gens partent le matin avec une réserve de cuillères énorme, un sac cabas rempli de cuillères. Chaque action dans la journée te demande une dépense d'une ou plusieurs cuillères. Les gens malades partent le matin avec une petite poignée de cuillères et par conséquent, il faut faire énormément de choix parce qu'au final, t'as que cette poignée de cuillères pour tenir la journée et des fois, tu dois faire le choix entre est-ce que je me lave les cheveux aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille travailler. Donc si je dépense cette cuillère pour me laver les cheveux, sachant qu'il me faut 2 cuillères pour aller travailler, du coup j'aurai plus assez de cuillères jusqu'à ce soir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est un petit peu cette idée-là. Moi, ma vie, elle est régie par ça, par des choix permanents. Par conséquent, quand je pratique la magie, l'idée, c'est d'y mettre le moins de cuillères possible. Alors, pour ça, mes stratégies, elles sont avant tout de faire des choix dans ma pratique. Comme je fais des choix au quotidien, c'est-à-dire que je dois faire une sortie, tant pis, je mangerai pas parce que manger me demande 4 ou 5 cuillères et que faire une sortie m'en demande tout autant, donc je peux pas faire les deux. Et dans la magie, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je veux faire, admettons, un rituel pour mon travail parce que ça va pas très bien dans mon travail en ce moment. J'ai besoin de combativité dans mon travail. Seulement, je suis dans un état d'épuisement complet, je suis crevée. Tracer un cercle, ça va me demander 2 cuillères. Invoquer les éléments, ça va m'en demander 1. Lancer mon rituel va me redemander 2 cuillères. Lever mon cercle va m'en redemander 1. Vous vous rendez compte, la dépense énergétique, c'est énorme. Seulement, il me reste 1 cuillère, voire 1 cuillère et demie. Alors, je pourrais dire, je laisse tomber. Mais c'est con parce que j'en ai besoin de ce rituel. Et ce que je fais, c'est que je vais l'adapter. C'est-à-dire que mon rituel, je vais pas faire un cercle ici dans ma pièce comme j'ai l'habitude de le faire quand je vais bien. Je vais pas invoquer les éléments, je vais pas faire tout ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais passer par quelque chose de beaucoup plus symbolique qui va me demander moins de dépenses énergétiques
je vais mettre mon corps en repos, c'est-à-dire que je vais m'allonger ou m'asseoir confortablement dans mon canapé, avec des plaids, avec des coussins, avec ce dont j'ai besoin, avec un thé, pourquoi pas, pour me réconforter, pour me coucouner un petit peu. Et puis dans ce thé, je vais peut-être y glisser une bénédiction, je vais le charger avant de le boire, je vais faire une bénédiction sur mon plaid qui va me servir de cercle. Pourquoi pas. S'il a 4 coins, et ben je vais dessiner à la craie sur mon plaid, les symboles des éléments. Je trace pas de cercle, ça fait rien, je le matérialise avec mon plaid. Et en m'enveloppant dans mon plaid, c'est comme si je traçais le cercle. Sauf que du coup, ça me demande beaucoup moins de dépenses énergétiques que de le faire debout avec mon atamé, ma baguette, mon doigt, mes instruments de musique dans ma pièce. Donc, vous voyez, on peut adapter les choses comme ça. Quand on est fatigué, c'est pas grave, on a le droit d'être fatigué, mais cette fatigue, elle peut être employée quand même, sous forme d'énergie. C'est-à-dire que je vais essayer, en mettant mon corps le plus en confort possible, de faire en sorte que cette fatigue, au moins ne soit plus un obstacle, ou en tout cas pas un obstacle suffisant, et au mieux, soit canalisable vers quelque chose de mieux. C'est-à-dire que le soulagement de ma fatigue va permettre une libération d'énergie positive. Le sentiment de bien-être que je vais avoir enroulé dans mon plaid avec mon thé, que j'aurais pas eu assise par terre avec mon cercle, et bien ce sentiment de plénitude et de soulagement d'une partie de ma fatigue va me permettre de libérer l'énergie nécessaire dont j'ai besoin pour mon charme. Voilà un exemple. Pour l'exemple avec la douleur. La douleur, c'est encore plus compliqué à gérer parce que ça impacte aussi la façon dont on se concentre. Parce que c'est très difficile quand on a très mal de penser à autre chose que j'ai mal. Moi je le vois quand je fais au quotidien, il y a des films que j'ai vus quand j'étais en crise. La seule chose dont je me souviens de ces films, c'est j'ai mal. C'est-à-dire qu'on va me demander de raconter l'histoire. Là j'ai eu mal. Génial. Donc la douleur, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Alors dans ces cas-là, on va utiliser des stratégies qui vont être assez proches de celui qui est lié à la fatigue, mais pas que. C'est-à-dire que quand on est dans un état de douleur, on va aussi devoir adapter la nature du rituel. C'est-à-dire que faire un rituel qui va demander une grande plénitude quand on est en état de souffrance physique, ça va être très compliqué. Donc moi je vous conseille d'attendre un peu, que la douleur se calme. Par contre, vous pouvez utiliser cette douleur pour un rituel de combativité. C'est-à-dire que la douleur, ça peut aussi être un stimulant terrible. Dans le cas où, par exemple, je suis toujours dans l'histoire de mon rituel avec mon travail, je voudrais plus de plénitude au travail, bon, je vous ai montré l'histoire avec le thé, le plaid. Là, je suis en crise de douleur. Bon, du coup, demander la plénitude dans mon travail, ça va être compliqué. Du coup, je vais adapter aussi mon rituel. Je vais pas qu'adapter les conditions dans lesquelles je le pratique, c'est-à-dire que je vais me mettre dans une position où j'aurai le moins mal possible, mais je vais aussi adapter la nature même de mon rituel. C'est-à-dire qu'au lieu de demander la plénitude, je vais demander de la combativité et je vais utiliser cette douleur pour matérialiser ce dont je veux me débarrasser. C'est-à-dire que je vais essayer de travailler sur ma douleur, sur le ressenti même que j'ai de cette douleur, pour dire que c'est la chose dont je veux me débarrasser. C'est-à-dire que je vais en faire un ingrédient de mon rituel. Cette douleur, ça va être un petit peu la bougie noire, si vous voulez, dans un rituel de bannissement. Alors évidemment, elle ne disparaîtra pas à la fin du rituel, mais disons que je vais mettre dans cette douleur tout ce dont je veux me débarrasser au travail. Admettons que mon rituel soit motivé par de la pression liée à une deadline ou à une mission qu'on m'a confiée dans mon travail. Et ma douleur, je vais la nommer stress. Je vais lui donner le nom, par exemple, de la date à laquelle je dois rendre mon travail dans le cas d'une deadline. Je vais lui donner le nom des obstacles que je peux rencontrer dans ma mission. Et cette douleur, en fait, elle va être là pour me rappeler que ces obstacles, je les porte en moi, mais que c'est pas eux qui commandent, que c'est moi qui commande. D'ailleurs, c'est pour ça que je recommande toujours, quand on est malade, de ne pas dire « je suis malade », mais « j'ai une maladie ». C'est-à-dire de ne pas dire je suis dépressive, je suis atteinte de sclérose en plaques, je suis atteinte d'une RCH, je suis malade. On va dire j'ai de la dépression,
j'ai une RCH, j'ai une sclérose en plaques, j'ai un cancer, j'ai un handicap moteur, j'ai. Parce que le verbe avoir, c'est un verbe sur lequel vous avez du pouvoir. Et le verbe être, c'est un verbe qui a du pouvoir sur vous. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais moi c'est quelque chose que mon père m'a toujours appris. Pour la petite histoire, mon papa il souffre d'une sclérose en plaques depuis 1992. Donc depuis que je suis assez jeune, je le vois lutter contre cette maladie. Bon, pas au quotidien parce que je ne vois pas mon père au quotidien, mais en tout cas je le vois en permanence. Et je l'ai toujours entendu dire j'ai une sclérose en plaques. Et quand ma maladie m'a été déclarée, il m'a dit la même chose. Il m'a dit tu n'es pas malade, tu as une maladie. Dis c'est toi qui l'as, c'est toi qui possèdes et c'est toi qui as le pouvoir. Et ça, il faut t'en rappeler. Et bien mine de rien, à partir du moment où j'ai changé le verbe que j'utilisais pour parler de mon état, ça a changé des choses. Alors évidemment, j'ai encore des moments où je baisse les bras, où j'ai envie de crever, où je suis au plus bas et où je me dis ben, finalement donnez-moi un flingue, donnez-moi une lame de rasoir, une baignoire, un tabouret, une corde, une poutre, des médocs, tout ce que vous voulez, pour en finir. Mais la plupart du temps je me dis wow, ok, tu as une maladie, tu l'as, tu possèdes. Par conséquent tu as du pouvoir dessus. Même si quelquefois, c'est un petit peu comme le cheval qui s'emballe et qui t'emmène, qui t'emporte et tu te prends des branches dans la tronche comme Russell Crowe dans Gladiator. Mais tu peux quand même reprendre le contrôle à un moment. Même si tu le perds temporairement, t'as quand même les rênes pour reprendre ton contrôle. Maîtrise l'arrêt d'urgence quand t'es à cheval, c'est important. Donc, c'est exactement la même chose. Même si de temps en temps on perd le contrôle, on a le droit. On a le droit de perdre le contrôle, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'être au 36e dessous, on a le droit de souffrir, on a le droit de se plaindre, on a le droit de pleurer. Vous avez le droit. Et ça fait pas de vous des êtres négatifs. Mais vous avez surtout le droit de reprendre le contrôle. Par conséquent, cette énergie-là, qui a l'air toxique, qui a l'air mauvaise, l'énergie de la douleur, vous avez le droit d'avoir du pouvoir dessus et de dire « Ok, ah oui, tu veux me faire chier ? Très bien. Et je vais t'utiliser moi aussi. Tu veux m'utiliser ? Ok, moi aussi. Et par conséquent, je vais t'utiliser dans mon rituel. Et donc, je vais utiliser ma douleur pour symboliser tout ce dont je veux me débarrasser. Quitte à intégrer, pourquoi pas, un antalgique à votre rituel ? Pourquoi pas ? Alors on brûle des papiers pour symboliser ce dont on veut se débarrasser. Dans ces cas-là, tu cherches ta douleur de quelque chose dont tu veux te débarrasser et puis t'avales un cache-fou derrière pour la faire taire un moment et pour symboliser ta domination dessus. Pourquoi pas ? Tu peux intégrer ton traitement à ta pratique magique. Pourquoi pas ? Tout est possible. Par conséquent, essayez, alors c'est pas possible tous les jours, je le sais, je suis la première à le savoir, mais essayez de faire de votre état, non pas une faiblesse, pas forcément un atout, parce que c'est pas toujours un atout, on va pas se mentir, mais d'en faire un trait inéluctable et immuable de votre quotidien avec lequel vous allez faire et auquel vous allez vous adapter. Et en vous adaptant à ça, vous allez voir que finalement, il y a des choses que vous allez vous autoriser, que vous allez vous permettre, que vous vous refusiez avant, parce que dans les bouquins, c'était pas décrit de cette façon-là. Vous allez devoir écrire votre propre livre de magie. C'est des choses que vous pouvez intégrer à votre grimoire. Moi j'ai un rituel à base de tramadol dans mon grimoire, hein, c'est pas grave. Ça fait rien, c'est important, c'est intéressant. Et c'est des stratégies que vous allez pouvoir utiliser au quotidien et qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Parce que l'idée c'est de vous débarrasser de la culpabilité du malade. On culpabilise beaucoup les gens malades dans la société, on les marginalise, on les met à l'écart, on les regarde avec pitié. C'est vrai, hein, les gens qui sont pas malades nous regardent toujours avec cette espèce de malaise de « Waouh, comment je vais réagir Est-ce que je la plains ou pas ? Si je la regarde pas, ça se passera mieux. » Non, faut traiter les gens malades comme tout le monde. Être malade, c'est comme être roux, c'est comme être blond, c'est comme être brun, c'est comme être noir, c'est comme être jaune, blanc, vert, à pois, doré. Même si là, il faut peut-être aller consulter un médecin. C'est un trait de votre personne, c'est tout. C'est un truc que vous avez, c'est comme ça. C'est tout. Et ça fait rien. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'on peut adapter quand c'est possible, évidemment. Autre chose, ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. C'est-à-dire que, oui, vous allez devoir adapter votre pratique magique, adapter aussi vos attentes à votre état.
C'est-à-dire que dans le cas d'une maladie, par exemple, avec laquelle vous n'êtes pas né, parce que quand on est né avec une maladie, bon, je dis pas que c'est plus facile, mais mine de rien, c'est quelque chose qu'on apprend à gérer, à dompter depuis toujours. Mais quand la maladie te tombe dessus du jour au lendemain et que tu avais l'habitude d'avoir une vie normale avant, c'est difficile de renoncer aux choses que tu avais à cause de ça. Donc, c'est normal de se sentir un peu... j'ai pas le terme français, under the weather, quand on est au 36e dessous. Mais essayez de l'intégrer petit à petit à vos pratiques magiques et surtout ne culpabilisez jamais d'aller mal, de rater un sabbat, de louper un rituel, de faire une séance de divination merdique. Ça fait rien. Franchement, c'est pas grave. Vous avez essayé ? C'est vachement bien. C'est déjà énorme d'avoir essayé. Mais si c'est loupé, ça fait rien. Vous recommencerez, c'est pas grave. Au contraire, ça fait un but. Donc, les maladies physiques, on peut les juguler de cette façon-là, dans la mesure du possible, évidemment, quand vous êtes cloué au lit et que vous ne pouvez pas bouger un muscle. Ça va être compliqué de faire ça, même si on peut toujours faire fonctionner le mental. Ce qui m'amène donc à la gestion des maladies mentales. Alors, les maladies mentales peuvent être gérées de la même façon. En gros, puisque les processus sont les mêmes, ça reste de la souffrance. Que la souffrance soit physique ou psychologique, c'est de la souffrance. D'ailleurs, la souffrance, c'est pas quantifiable, hein, c'est pas parce que vous avez une maladie qui n'est pas mortelle que vous n'avez pas le droit de vous en plaindre. Faut arrêter avec ça. On n'est pas dans un concours de qui a la pire maladie de tous. La souffrance, elle est relative à chacun. Si vous souffrez, c'est valable. Même si quelqu'un d'autre aurait pas souffert pour ce que vous avez, bah ça fait rien. Vous savez pas de vous quelqu'un de douillet ou quelqu'un d'inférieur. On dose la souffrance non pas en fonction des autres, mais en fonction de son ressenti personnel et de son vécu. Donc pour ce qui est de la souffrance émotionnelle, évidemment, on va être un petit peu dans la même idée, on peut adopter les mêmes stratégies. Cela dit, moi, quand je dois faire avec la souffrance émotionnelle, j'aime mieux utiliser une analogie qui va plutôt ressembler au maquillage. Je suis tout le temps maquillée, enfin, en tout cas quand je dois sortir de chez moi ou faire quelque chose, je me maquille, que j'aille bien ou pas. Ce qui me vaut souvent des remarques formidables, du genre « Oh, bah t'as pas l'air si malade que ça, t'as bonne mine, t'as l'air mieux aujourd'hui. » Oui, parce que j'ai mis du blush. Oui, voilà. Pour aller chez le médecin, je me maquille. Pour aller, même quand j'allais faire mes transfusions, je me maquillais. Pour aller chercher mon pain, je me maquille. Pour aller bosser, je me maquille. Pour recevoir des copines, je me maquille. Bref. Le jour où je me maquillerai pas, c'est vraiment que justement là, je serai au bout du rouleau. Et on m'a souvent reproché ça, on m'a souvent dit que c'était un masque. Je l'ai cru pendant très longtemps. Je me suis dit oui, c'est quelque chose derrière lequel je me cache, pour cacher des insécurités, pour cacher une estime de moi qui était trop basse, pour cacher mon anxiété, mes crises de panique, ces choses-là. Et du coup, j'ai fait du maquillage une charge mentale que je m'auto-imposais. Et puis, récemment, j'y ai beaucoup réfléchi à ça, à la place qu'avait le maquillage dans ma vie. Et je me suis aperçue qu'en fait, le maquillage et l'absence de maquillage étaient très proches du vêtement. C'est-à-dire que j'ai exactement la même sensation quand je sors pas maquillée que j'aurais si je sortais en petite culotte dans la rue. Ça me fait pareil. Et je me suis dit, ta jupe, ton pantalon, ta robe, c'est pas un masque. Le vêtement, ça sert à quoi ? Bon, si on nommait le style, justement, on nommait le style dans le vêtement. Tout le monde porte des vêtements, que t'aies du style ou pas, que tu t'intéresses au style ou pas, tu portes des vêtements. Tout le monde, sauf si t'es dans un club de naturistes au Cap d'Agde, mais enfin bon, globalement, là en cette saison, on est au mois de janvier et tout le monde porte des vêtements. On est d'accord ? Pourquoi on porte des vêtements alors si c'est pas pour le style ? À quoi ça sert ? Bah ça sert à se protéger. L'été, ça va te servir à te protéger du froid, l'hiver, ça va te servir à te protéger du soleil. Et si l'absence ou la présence de maquillage me donne la même impression que l'absence ou la présence de vêtements, c'est donc que le maquillage, c'est pas un masque, c'est une protection. Par conséquent, c'est pas un masque, c'est un bouclier. Et bien dans les maladies mentales, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, alors évidemment, je vous conseille pas de vous maquiller, hein, c'est pas l'idée. Si vous vous maquillez pas,
Je suis pas du tout dans une critique de personnes qui se maquillent ou qui se maquillent pas, ça c'est un tout autre débat. Je vous parle vraiment d'une analogie avec mon vécu à moi parce que ça y ressemble. On va dire que pour pratiquer la magie, quand on est dans un état de détresse émotionnelle, on va faire la même chose que moi je fais le matin quand je maquille mon visage de malade. Mon visage, quand je me lève le matin, bon, il a à peu près la couleur du mur qui est derrière moi. J'ai pas de sourcils, j'ai pas de cils, j'ai pas de lèvres. On voit plus rien, j'ai des yeux qui ont l'air d'être tombés à l'arrière de mon crâne. J'ai le teint qui des fois peut même être un peu jaunâtre. Bref, c'est pas terrible. En faisant du maquillage, je ne mens pas. C'est-à-dire que je vais pas me rajouter un œil là où j'en ai pas, des narines là où j'en ai pas, je fais avec ce que j'ai. Cela dit, je vais essayer de reproduire le visage de quelqu'un en bonne santé. Donc je vais lui mettre une couleur de peau à peu près normale, je vais lui mettre du blush aux endroits où je suis censée avoir du sang, je vais lui remettre des sourcils là où j'ai perdu les miens, je vais essayer de le refaçonner à l'image de ce à quoi il devrait ressembler si j'allais bien. Et bien quand on est en état de détresse émotionnelle, c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va servir de l'énergie de la détresse émotionnelle pour essayer de se rappeler de ce qu'on était censé ressentir ou de ce qu'on ressentait quand on allait bien. Alors ça va passer par tout un tas de choses. Ça va passer par un support, le plus souvent, comme le maquillage, hein, c'est un support. Par des outils, alors ça peut être un support matériel ou immatériel, ça peut être un souvenir auquel on se raccroche, une expérience, une victoire qu'on a remportée, un moment où on s'est senti extrêmement bien. Par exemple, je vais prendre le cas de la dépression. Vous souffrez de dépression, c'est très difficile à vivre au quotidien parce que vous vous sentez nul, vous vous sentez indigne d'être aimé, vous vous sentez au 36e dessous en permanence. Et bien vous allez par exemple essayer de vous rappeler d'un moment où vous vous êtes senti au top. Par exemple, un diplôme que vous avez reçu, une victoire sportive que vous avez remportée, un animal que vous avez réussi à sauver, quelqu'un que vous avez aidé, auquel vous êtes venu en aide, un moment où vous vous êtes senti fier de vous, où vous vous êtes senti digne, où vous vous êtes senti aimé. Ça peut être une personne disparue qui vous a apporté de l'amour. On a le droit d'y mettre de la nostalgie et un peu de tristesse aussi. C'est pas négatif la tristesse, ça fait partie de soi. Donc vous allez pouvoir ramener ça. C'est le principe d'Harry Potter du Patronus, si vous voulez. On peut voir la dépression, J.K. Rowling l'avait expliqué, comme le détraqueur, et contre lequel on va opposer un sentiment heureux pour le faire sortir de soi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que votre dépression, vous allez pouvoir la chasser de cette façon-là. Alors ça peut être au travers d'un objet aussi. Un objet qui peut vous rappeler un souvenir, ou alors carrément un objet qui va vous servir de doudou. Ça, c'est l'enfant. L'enfant, quand il se sépare de sa mère, c'est-à-dire quand il arrête le processus d'allaitement pour lentement aller vers le processus de sevrage, va souvent avoir recours à un doudou. C'est un processus tout à fait normal. Et c'est pas parce que t'as 34 ans que t'as pas le droit d'avoir un doudou aussi. Alors ça peut être une peluche, ça peut être un objet auquel on tient, ça peut être un objet de famille, ça peut être un instrument de musique, ça peut... quelque chose qui te fait te sentir bien. Un livre, un vêtement, porte-bonheur, n'importe quoi. Ton vêtement de cérémonie, ça peut en faire partie. L'idée, c'est d'avoir quelque chose auquel se raccrocher, qui va te servir de rempart entre toi et la dépression. C'est ton patronus, en quelque sorte. Ton maquillage, ton bouclier. Et ça, vous allez voir au quotidien que c'est quelque chose qui est extrêmement efficace. Qui n'est pas toujours facile à mettre en place, évidemment. Il y a des moments où on est submergé et où ça va être beaucoup plus difficile, où on va tenir un bouclier sous une volée de flèches terribles qui vont passer à moitié au travers. Je reprends la citation de l'Irlandais Stephen dans Braveheart. I've talked to God this morning and he said you're fucked. C'est exactement cette idée-là.
c'est l'idée de se dire, bah oui, là, mon bouclier, il morfle sa mère, mais enfin, je l'ai quand même. Il est quand même là. Certes, il est plein de trous, il faudra que je le répare après, mais je l'ai. Donc trouvez-vous un bouclier, trouvez-vous un maquillage, trouvez-vous un patronus, trouvez-vous un doudou, trouvez-vous quelque chose qui vous aide et invoquez-le avant chaque pratique magique pour essayer justement de tenir à distance votre maladie mentale, votre tristesse, votre dépression, votre détresse, votre angoisse. Imaginez-la un petit peu comme une ombre qui vous fait sortir de vous, puis qui vous attend à la sortie du cercle. Alors, vous pouvez aussi la matérialiser comme ça. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais avec l'angoisse. Par exemple, j'ai une angoisse qui est liée à un problème d'introversion, donc qui n'a rien à voir avec la santé, mais qui m'a profondément affectée pendant toute ma vie. Parler en public, c'était quelque chose d'abominable. Or, j'ai choisi de passer le concours d'enseignante. Quand tu sais pas parler en public, c'est une bonne idée, quoi. Donc déjà, le jour du bac, ça avait été compliqué, et puis en plus, le jour du concours, imagine l'horreur. Donc moi, j'avais écrit mon anxiété sur un galet que j'avais trouvé sur une plage, et j'avais écrit le mot anxiété dessus. Et donc, avant chaque oral, je le laissais dehors. Je le posais en fait par terre devant la porte, dans un endroit un peu discret, et je le reprenais en partant. Un peu comme une pote, une vieille amie, que tu vas laisser le temps de ton examen puis que tu récupères après. C'est-à-dire que l'anxiété, tu la fais pas disparaître de toi, mais tu la domptes, un peu comme un animal sauvage. Et je lui disais, à tout à l'heure, je rentrais dans ma salle, sachant que mon anxiété, elle était dehors et qu'elle m'attendait. Et par conséquent, j'en étais débarrassée le temps de mon oral. Et j'ai toujours eu l'air d'être quelqu'un de très à l'aise à l'oral grâce à ça. C'est un peu Hello Darkness, my old friend, tu vois, c'est un peu le truc, bon allez, à tout à l'heure. On se rejoint après mon oral, hein. Allez, bise. Et je la récupère après. L'anxiété, tu peux pas la tenir à distance en permanence quand tu souffres de troubles d'introversion. Ça fait partie de ce que tu es. Mais tu peux la maintenir à l'écart pour un temps. Et ben la dépression, c'est exactement la même chose. Elle est là. Mais tu peux lui dire de temps en temps, attends, 2 minutes. Attends. Laisse-moi tranquille 5 secondes, là je suis en train de faire un rituel, je te récupère après. Vous pouvez aussi l'écrire sur un galet, puis la laisser hors de votre cercle. Et puis vous la voyez, comme ça, dans votre cercle. Elle est toujours là, elle fait toujours partie de vous, vous la niez pas. L'idée, c'est pas de nier votre maladie, c'est pas de nier votre souffrance, ça sert à rien de nier, c'est là. C'est de faire avec. Et quand on fait avec, eh ben c'est comme de faire avec un animal un petit peu pénible à gérer. Si vous avez un chien qui a des troubles du comportement, bon certes vous allez œuvrer en fonction de ça pour essayer de diminuer ces troubles du comportement, mais enfin votre chien il sera toujours là, hein. Vous n'allez pas le faire disparaître. Ben c'est pareil. Imaginez votre maladie comme un animal de compagnie un peu relou, voire très relou, que vous allez essayer de dompter au maximum de façon à ce qu'il vous emmerde le moins possible. Il vous emmerdera quand même, on est d'accord, mais le moins possible. Donc voilà un petit peu pour quelques billes pour travailler en magie quand on est malade. C'est pas évident, hein, c'est un combat de tous les jours. Et si vous me regardez, si vous êtes dans le cas d'une maladie, faire la démarche c'est déjà énorme et bravo. Et je vous souhaite énormément de courage parce que je sais que c'est quelque chose avec lequel on lutte tous les jours. Mais dites-vous que c'est aussi quelque chose qui vous donne un truc en plus par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous avez un mérite supplémentaire, entre guillemets, parce que j'aime pas la notion de mérite, mais par rapport à quelqu'un pour qui tout va être beaucoup plus facile, et bien, chaque pas en avant, c'est une petite victoire supplémentaire, même si ça a l'air de rien. Hein, c'est la fameuse citation de Neil Armstrong, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et bien là, c'est l'inverse. Dites-vous que ce que vous faites, c'est un tout petit pas pour l'humanité, mais que c'est un très grand pas pour vous, et qu'au final, c'est ça qui compte le plus. C'est les pas que vous faites pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à partager vos expériences, vos ressentis, vos stratégies dans les commentaires en dessous. Likez si vous aimez, partagez si vous aimez. Si vous souhaitez me soutenir également, n'oubliez pas que j'ai un compte Ko-fi. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie du fond du cœur
tous ceux qui m'ont soutenu depuis ma vidéo précédente. C'est énorme ce que vous faites pour moi et j'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissante de m'avoir suivi sur Ko-fi, parce que c'est quelque chose qui représente vraiment beaucoup pour moi. Ça me donne de la valeur, et c'est pas seulement de la valeur monétaire mais de la valeur aussi émotionnelle, et ça c'est un des pas qui fait que justement grâce à vous, grâce à votre présence, et ben j'arrive à tenir au quotidien. Donc merci à vous, merci d'être là, merci de m'avoir regardé. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ayez votre maladie, tenez les rênes et la laissez pas vous emporter comme Russell Crowe dans Gladiator. Bye.